Ceci est le message d'une spectatrice nommée Véronique, une femme de Tours, en Indre-et-Loire, qui a mis 22 mois à comprendre ce qu'elle avait vécu et qui, aujourd'hui, ne sait toujours pas comment le nommer. Le jour où elle a additionné les virements dans le silence de son salon, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement compris, avec une clarté froide, qu'elle n'oublierait jamais qu'elle avait payé, virement après virement, pendant presque 2 ans, pour qu'un mensonge qu'elle refusait de voir puisse tenir debout un peu plus longtemps. Elle avait 54 ans. Elle sortait d'un divorce qui lui avait pris la moitié de son patrimoine et la totalité de sa confiance. Elle avait accepté un voyage en Égypte, offert par ses amis pour tourner une page, et près du temple Karnak, à Luxor, un homme de 30 et 1 an l'avait abordé avec une remarque précise sur une pierre gravée qu'elle regardait. Cet homme s'appelait Tarek. Il était guide touristique, il avait des yeux qui écoutaient. Elle était rentrée à Tours avec son numéro et avec l'impression que quelque chose recommençait. Ce quelque chose lui a coûté 56 400 €, la vente d'une collection de tissus d'exception constituée sur 20 ans de commerce, une partie de son sommeil, et une question qu'elle continue de se poser aujourd'hui, une question qu'elle a posée à sa thérapeute lors de leur 14e séance et à laquelle personne ne sait vraiment répondre. Elle sait ce que Tarek a été. Elle sait pas encore très bien ce qu'elle-même a été dans cette histoire. Et c'est cette question, plus que l'argent perdu, plus que la honte, plus que la colère, qui la tient éveillée les soirs où elle est seule dans son appartement à écouter la pluie tomber sur la Loire. Cette vidéo raconte comment une femme intelligente, prudente, marquée par un divorce difficile mais pas naïve pour autant, a pu voir sa vie basculer dans une relation qui n'a jamais pris la forme d'une arnaque évidente. Pas de faux médecins, pas d'enfants mourants, pas de cellules organisées à l'autre bout du monde. Un homme réel, dans un contexte réel, qui a appris à transformer une rencontre authentique en extraction lente. Cette vidéo raconte aussi comment le droit français, face à ce genre de situation, ne peut souvent rien faire et pourquoi ce silence juridique peut être le pire des verdicts. Elle raconte enfin comment une meilleure amie a réussi, avec 2 mots seulement, à faire ce qu'aucun avocat, aucun policier, aucun ex-mari n'aurait pu faire à sa place. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être présent parmi nous. Je m'appelle Véronique Salès-Patureau, j'ai 54 ans, et je vis à Tours, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble en pierre de tuffeau, qui donne sur un jardin partagé et, au loin sur la Loire, quand le temps est clair. J'ai acheté cet appartement il y a un peu plus de 3 ans, quand le divorce a été prononcé, avec ma part de la vente de la maison familiale de Joué, les Tours. J'ai choisi le 3e étage, parce qu'il y avait de la lumière. J'ai choisi ce quartier parce qu'il était loin de tous les endroits où j'avais construit ma vie précédente. Je voulais recommencer sans avoir à croiser tous les jours les vestiges de ce que j'avais perdu. J'ai été marié pendant 26 ans à un homme que j'avais rencontré à 23 ans dans une soirée organisée par des amis communs à Tours. Il s'appelait Bertrand. Il était ingénieur dans une entreprise de traitement des eaux. Nous nous étions installés ensemble rapidement, mariés 2 ans plus tard. Et nous avions eu 2 enfants avec un écart de 3 ans. Arthur d'abord, puis Clara. J'avais ouvert ma boutique de décoration intérieure rue Colbert, un local de 70 mètres carrés que j'avais aménagé moi-même, mur après mur, tissu après tissu. Pendant les premières semaines où Arthur faisait ses siestes chez ma mère, cette boutique, je l'avais tenue pendant 20 ans. J'y avais mis tout ce que j'avais de sensible en moi, tout ce qui ne pouvait pas se dire autrement qu'à travers des choix de couleurs, des textures, des associations de matières. Le divorce est venu d'un endroit que je n'avais pas vu venir, même si en y repensant, tous les signes étaient là depuis longtemps. Bertrand avait rencontré une collègue, plus jeune, lors d'un déplacement à Nantes. Il me l'a pas dit tout de suite. Il a construit sa nouvelle vie en parallèle de la nôtre pendant presque 2 ans, et quand il a fini par m'annoncer qu'il partait, il avait déjà loué un appartement, déjà organisé son départ, déjà consulté un avocat. Je n'avais rien vu. Ou plutôt, j'avais vu beaucoup de choses sans jamais les mettre bout à bout, parce que les mettre bout à bout aurait signifié accepter une réalité que j'étais pas prête à accepter. Le divorce lui-même a été long, épuisant, sale. Il y a eu des négociations pénibles autour de la maison, autour des placements que nous avions faits ensemble, autour de la boutique qui, techniquement, m'appartenait en propre, mais dont Bertrand estimait qu'il avait droit à une partie de la valeur au titre de la communauté. J'ai fini par vendre la boutique pour pouvoir solder la question. J'ai vendu à un jeune couple qui voulait ouvrir un salon de thé. Le jour de la remise des clés, je suis resté assis sur le trottoir en face pendant 20 minutes après leur départ, à regarder l'enseigne qu'ils allaient démonter. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais déjà pleuré tout ce que j'avais à pleurer pendant les 8 mois précédents.
Ma part du patrimoine, à la fin, était réduite de moitié. J'avais assez pour acheter mon appartement, garder une réserve raisonnable, et me lancer en freelance comme conseillère en décoration pour des particuliers. J'avais quelques anciens clients qui m'étaient restés fidèles. J'avais aussi une réputation dans la ville, ce qui aidait. Mais les revenus étaient irréguliers, et surtout la solitude était totale. Arthur vivait à Bordeaux, où il travaillait comme développeur informatique dans une entreprise de logiciels bancaires. Clara était à Strasbourg, en master de traduction, avec des tas de projets et une vie qui allait vite. Ma mère, Janine, avait 78 ans à l'époque, elle habitait à 5 minutes à pied, et je passais la voir tous les dimanches. Elle était encore vive, encore capable de tenir sa maison, mais j'étais consciente que ce temps ne durait pas éternellement. C'est dans cet état que j'ai reçu, 6 mois avant mon voyage en Égypte, une phrase de Bertrand qui allait, sans que je le comprenne à ce moment-là, orienter tout ce qui a suivi. Nous nous étions retrouvés pour signer un dernier document lié à un placement commun. Nous étions assis dans le bureau de son notaire. Il avait dit en se levant, comme une remarque anodine qu'il croyait sans importance, « Tu n'es plus vraiment capable de faire confiance à personne, Véronique. C'est ce qui va te rendre la suite compliquée. » Il l'avait dit avec un ton presque affectueux, comme un diagnostic qu'il posait sans jugement. Mais moi, j'avais entendu autre chose. J'avais entendu une prédiction. Et je m'étais promis, sans me le dire clairement, de lui donner tort. Le voyage en Égypte est venu de mes 2 amies les plus proches, Floriane et Isabelle. Elles avaient organisé ça entre elles sans me demander mon avis. Elles m'avaient présenté un billet d'avion, une réservation d'hôtel à Luxor, un itinéraire de 15 jours, et elles m'avaient dit « Tu pars, tu ne discutes pas, tu ne rembourses pas, tu prends ça comme un cadeau et t'essaies de respirer. » Floriane, qui est graphiste et que je connais depuis le lycée, avait ajouté « Et si tu ne rencontres rien ni personne, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu vois un pays où tu n'as jamais mis les pieds et que Bertrand n'a jamais aimé. » J'avais ri pour la première fois depuis longtemps. J'avais accepté. J'avais choisi Luxor plutôt que le Caire parce que je voulais voir les temples, la vallée des rois, le désert. Je voulais un dépaysement complet. Je voulais un endroit où rien ne ressemblerait à ce que je connaissais. J'y suis arrivé un vendredi soir, épuisé par le voyage, avec l'impression étrange de m'être trompé dans mes choix. L'hôtel était correct, une bâtisse de 3 étages en bord de Nil, avec une terrasse qui donnait sur l'eau. La chambre était propre, simple, avec un ventilateur au plafond qui tournait lentement. J'ai posé mes valises, je me suis assis sur le lit, j'ai eu envie de rentrer immédiatement. Le lendemain matin, j'ai décidé de forcer ma nature. J'ai pris un petit déjeuner sur la terrasse en regardant les felouks qui remontaient le Nil. J'ai marché jusqu'au temple de Karnak. Le trajet à pied était long, mais je voulais me fatiguer, je voulais sentir la chaleur, l'odeur de la ville, les klaxons, les vendeurs qui appelaient depuis leurs échoppes. Je suis entré dans l'enceinte du temple avec un billet acheté à l'entrée, et je me suis perdu immédiatement dans le dédale des colonnes. C'est là, devant une pierre gravée, que je regardais sans comprendre, qu'un homme s'est arrêté à côté de moi. Il n'avait pas l'attitude des rabatteurs qui vous accostent en ville. Il ne parlait pas de rien acheter, de rien vendre. Il a dit, en français avec un accent doux, « Cette pierre a été taillée 3 fois. » Vous voyez, ici, sur le bord, la première inscription a été effacée par la deuxième, et la deuxième par la troisième. C'est un cartouche qui a servi à 3 pharaons différents. Ils s'appropriaient les monuments les uns des autres. Vous regardiez au bon endroit, j'ai levé les yeux. Il devait avoir la trentaine, il était mince, les cheveux courts, une chemise en lin bleu clair, un carnet à la main. Il m'a dit qu'il était guide indépendant, qu'il travaillait souvent en français parce qu'il avait vécu 2 ans à Marseille dans sa jeunesse et que si je voulais un accompagnement pour la suite de ma visite, il pouvait me proposer ses services. Il m'a donné son prix, honnête, ni exagéré, ni suspect. Il m'a dit que je pouvais réfléchir, que je pouvais aussi refuser, que c'était pas grave. J'ai accepté pour l'après-midi seulement. C'était censé être un essai. Il m'a fait visiter le temple avec une précision que je n'aurais pas attendue, en s'arrêtant sur des détails que les touristes normaux ne voient pas, en me racontant l'histoire des ouvriers qui avaient construit ces colonnes, des changements religieux qui avaient effacé des dieux entiers pour en imposer d'autres. Il parlait avec une passion réelle. Il posait des questions aussi. Il m'a demandé pourquoi j'étais venu en Égypte seul à cette période de l'année. J'ai pas répondu directement. J'ai dit que j'avais besoin de me changer les idées. Il n'a pas insisté. Il a hoché la tête, comme si cette réponse suffisait, comme si beaucoup de gens venaient à Luxor pour se changer les idées et qu'il avait appris à ne pas creuser. Il s'appelait Tarek Mansour Abachi. Il était né au Caire, dans le quartier de Choubra, et il vivait à Luxor depuis 8 ans.
Il avait choisi cette ville parce que elle offrait plus de travail pour un guide francophone que la capitale. Sa famille était toujours au Caire, sa mère surtout, dont il parlait avec beaucoup de tendresse. Il avait un frère plus jeune qui travaillait dans un hôtel à Sharm el-Sheikh. Il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié. Il m'a dit ces choses au fil de la visite, sans en faire trop, sans se raconter d'une manière qui aurait paru forcée. Il donnait l'impression de quelqu'un qui aime son travail, sa ville, et qui prend plaisir à partager ce qu'il connaît avec les gens qu'il rencontre. À la fin de l'après-midi, il m'a demandé si je voulais qu'il m'accompagne le lendemain à la Vallée des Rois. J'ai dit oui, je ne me suis pas posé la question. C'était un guide, il faisait bien son travail, je payais un tarif normal, j'étais engagé à rien. Le lendemain, il est venu me chercher à l'hôtel à 7 heures du matin dans un vieux véhicule bien entretenu. Nous avons traversé le Nil sur un pont, puis roulé sur la rive occidentale jusqu'à la Vallée des Rois. Il connaissait tout le monde, les gardiens le saluaient, il négociait pour moi l'accès à des tombes moins visitées, et me racontait des choses que je n'aurais pas lues dans un guide. À midi, nous avons déjeuné dans un petit restaurant tenu par un ami à lui, un homme âgé qui préparait des mésés dans une cour ombragée. Tarek m'a parlé de sa mère, qui, disait-il, cuisinait les meilleures feuilles de vigne farcies de tout le Caire. Il m'a parlé de son enfance à Shubra, des toits sur lesquels il montait avec ses cousins pour regarder les cerfs-volants. Il m'a demandé de lui parler de Tours. J'ai parlé de la Loire, de la lumière particulière du Val, des maisons troglodytes qu'on trouve dans les coteaux. Il écoutait vraiment. Il posait des questions qui prouvaient qu'il avait retenu ce que je disais. Le soir, il m'a raccompagné à l'hôtel. Il m'a dit que si je voulais, il pouvait m'accompagner aussi pour les jours suivants avec un forfait plus intéressant. J'ai accepté. C'était pas seulement pour la qualité du guidage, c'était pour la conversation. C'était pour ne pas être seul dans un pays où je ne connaissais personne. C'était pour cette chose particulière qui faisait quand je parlais et que je n'arrivais pas à me rappeler quand quelqu'un l'avait fait pour la dernière fois avec moi. Les jours suivants se sont enchaînés. Nous sommes allés à Deir el-Bahari, au temple d'Hatshepsut. Nous sommes descendus jusqu'à Aswan en train, une journée entière de trajet avec des paysages qui changeaient à chaque heure. Nous avons pris une felouk sur le Nil au coucher du soleil. Une expérience que j'avais toujours vue en photo et qui, en vrai, m'a fait pleurer sans que je puisse expliquer pourquoi. Tarek n'a pas fait de commentaire. Il a détourné le regard, respectueusement, en me laissant vivre ce moment. Quand j'ai retrouvé ma voix, je me suis excusé. Il a dit « Ne vous excusez pas, beaucoup de gens pleurent sur le Nil, c'est comme si le fleuve tirait quelque chose de vous. » Au 6e jour, quelque chose a changé. Nous étions rentrés à Luxor. Nous avions dîné ensemble dans un restaurant que j'avais choisi sur ma proposition parce que je voulais l'inviter en remerciement d'un service qu'il m'avait rendu pendant la journée. Il avait accepté avec une hésitation qui m'avait paru sincère. Pendant le dîner, il m'a raconté qu'il avait été fiancé 5 ans auparavant à une jeune femme égyptienne de sa communauté et que ses parents, à elle, avaient rompu la promesse parce qu'ils ne gagnaient pas assez. Il en avait parlé sans amertume, plutôt avec une lassitude tranquille. Il avait dit « Dans mon pays, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi apporter un appartement, une voiture, un salaire régulier. » Je n'avais rien de tout ça. Alors on a considéré que je n'avais rien du tout. Cette phrase m'avait touché. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut être parce que je venais moi-même de vivre l'inverse, un homme qui avait tout et qui pourtant m'avait quitté pour quelqu'un d'autre. Peut être parce que Tarek, en disant ça, ne s'était pas plaint. Il avait constaté. Il avait rangé cette histoire dans un tiroir de sa vie. À la fin du dîner, en marchant sur le quai du Nil pour rentrer, il m'avait pris la main, simplement, sans forcer, sans faire semblant que c'était naturel. Il l'avait pris avec la reconnaissance d'un geste et il m'avait regardé pour vérifier que ça ne me gênait pas. Je n'avais pas retiré ma main. Les 4 derniers jours du voyage ont pris une texture différente. Nous avons continué les visites, mais nous avons aussi passé du temps sans programme, à marcher, à boire du thé dans des cafés populaires où j'étais la seule étrangère. Il m'a présenté à sa cousine qui tenait une boutique d'épices dans le marché couvert. Il m'a fait goûter des plats que j'aurais jamais essayé seul. Il m'a embrassé pour la première fois dans une ruelle près du marché, la veille de mon départ, avec une hésitation qui m'avait paru complètement crédible. J'avais 54 ans. J'avais pas été embrassé par un autre homme que mon mari depuis mes 23 ans. Et là, dans cette ruelle qui sentait la cardamome et la poussière, j'avais senti quelque chose se rouvrir en moi que je pensais définitivement fermé. Je suis rentré à Tours le vendredi suivant. Le vol de nuit avait été long, silencieux, plein de pensées que je n'osais pas formuler. J'avais son numéro. Il avait le mien. Nous nous étions promis d'écrire. Je n'avais rien promis d'autre. Je n'avais pas l'intention de m'engager dans quoi que ce soit. Je me disais que c'était une belle histoire de voyage, comme il en existait des milliers,
et que la vie normale reprendrait dès que je remettrais les pieds dans mon appartement. La vie normale a repris. Mais pas tout à fait. Il m'a écrit le lendemain de mon retour. Un message simple, chaleureux, qui commençait par « La ville est plus vite sans vous ». J'ai lu ce message 3 fois. J'ai répondu. Il a répondu à ma réponse dans l'heure. Nous avons commencé à échanger tous les jours, plusieurs fois par jour. Il m'envoyait des photos du Nil, des couchers de soleil sur Karnak, des choses qu'il voyait dans la journée et qui, disait-il, lui faisaient penser à moi. Je lui ai envoyé des photos de la Loire depuis ma fenêtre, des photos de mes chats qui s'appelaient Isis et Osiris, une plaisanterie que nous avions faite ensemble à Luxor et qui était restée. Il m'appelait le soir en vidéo. Nous parlions pendant des heures. Il me montrait sa chambre à Luxor, une pièce petite mais soignée avec un tapis coloré, des livres, une photo de sa mère sur la table. Il me demandait des nouvelles de ma journée, de mes clients, de mes enfants, dont il connaissait déjà les prénoms. Au bout d'un mois, il me manquait. Je m'en suis rendu compte un dimanche soir, après un dîner chez ma mère où j'avais pas vraiment été présente. Elle m'avait dit « Tu es ailleurs, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui avais parlé de Tarek. Elle m'avait écouté sans commenter, en épluchant des pommes pour une tarte. À la fin, elle avait dit « C'est bien que tu aies rencontré quelqu'un, fais attention à toi ». Elle avait le talent de mettre dans une phrase à la fois la bénédiction et l'avertissement. Je n'avais retenu que la bénédiction. Au 2e mois, j'avais annoncé la nouvelle à mes enfants. Arthur, mon fils, avait posé des questions précises. Il travaille dans l'informatique, il est habitué à vérifier les choses. Il m'avait demandé le nom complet, l'endroit exact où il vivait, comment il gagnait sa vie. J'avais répondu avec un peu d'agacement. Je lui avais dit que je n'étais plus une gamine, que je savais ce que je faisais, qu'il pouvait me faire confiance. Il n'avait pas insisté sur le moment, mais il avait plus tard cherché le nom de Tarek sur des forums de voyageurs, comme il me l'a raconté beaucoup plus tard, et il avait trouvé des mentions d'un guide séduisant de Luxor qui correspondait au profil. Il n'avait pas su quoi en faire. Et il m'avait rappelé une seule fois pour me dire doucement qu'il ne me connaissait pas. J'avais mal pris la remarque, je lui avais dit justement « tu ne le connais pas ». Il n'avait pas rappelé sur ce sujet. Ce silence, il se le reproche encore aujourd'hui. Clara, ma fille, avait été plus enthousiaste. Elle m'avait dit que c'était formidable, que j'avais mérité de rencontrer quelqu'un qu'elle voulait le voir en vidéo un jour. Je lui ai présenté par téléphone environ 3 mois après le début de nos échanges. Tarek avait été charmant, respectueux, il lui avait parlé de traduction, il lui avait posé des questions sur ses études. Clara m'avait dit après, il a l'air adorable. Elle avait ajouté avec l'humour un peu maladroit de son âge, et il est très beau, maman. J'avais ri, j'étais heureuse. J'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose contre Bertrand, contre le divorce, contre l'idée que ma vie était finie. C'est au 4e mois que la première demande est arrivée. Elle n'était pas formulée comme une demande, c'était une confidence. Tarek m'appelait un soir, il avait l'air fatigué, préoccupé. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas. Il avait hésité longtemps avant de me dire que son propriétaire menaçait de le mettre dehors parce qu'il avait 2 mois de loyer en retard. La saison touristique avait été mauvaise. Plusieurs groupes avaient annulé, n'avaient pas eu les revenus prévus. Il m'avait dit ça avec une gêne qui m'avait paru absolument sincère. Il avait ajouté immédiatement « Ne pense pas que je te raconte ça pour te demander quelque chose, je te le dis parce que tu es la personne à qui je parle le plus et j'ai besoin de te le dire. Je ne veux surtout pas que tu penses que je te demande ». C'est cette phrase qui a été décisive. Cette phrase qui refusait la demande a rendu la demande impossible à ne pas satisfaire. J'ai insisté pour l'aider. Il a refusé. J'ai insisté encore. Il a hésité. J'ai fini par lui envoyer 400 €, ce qui, m'avait-il dit, correspondait à 1 mois de loyer chez lui. Il m'avait remercié avec une émotion qui m'avait bouleversé. Il avait dit « Je te rembourserai dès que la saison reprend, je te le promets. Je ne veux pas que tu penses que c'est ce que j'attendais de toi. Tu m'as sauvé la face devant mon propriétaire. » Je n'avais rien remarqué. Rien de rien. J'étais parti de ce coup de fil avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir aidé un homme que j'aimais dans une difficulté passagère, comme n'importe qui l'aurait fait pour un proche. Je me suis pas dit que c'était étrange, je me suis pas dit que 400 €, c'était beaucoup. Je me suis dit que j'avais de la chance de pouvoir aider. Et j'ai raccroché avec un sentiment de tendresse renforcée. 1 mois plus tard, il y a eu la 2e demande. Elle a pris la même forme. Un coup de fil, en fin de journée, une hésitation, une confidence. Cette fois, c'était son matériel de guide qui posait problème. Il devait remplacer son appareil photo, essentiel pour son travail, avec les touristes qui aimaient qu'il documente leur visite. Il m'avait dit le prix, environ 600 € pour un modèle correct, et il avait immédiatement enchaîné en disant qu'il essayait de le trouver d'occasion, qu'il ferait un emprunt à sa cousine, qu'il trouverait une solution. Je lui avais envoyé les 600 € dans la soirée.
Il m'avait remercié en pleurant au téléphone. Il avait dit « Je ne mérite pas ce que tu fais pour moi ». À partir de ce moment, un rythme s'est installé, un rythme que je n'ai identifié qu'après coup. Quand j'ai compté vraiment, toutes les 3-4 semaines, il y avait une nouvelle difficulté. Sa mère avait besoin d'un traitement médical coûteux pour son cœur. Un cousin devait payer une caution pour un problème administratif. Sa propre voiture, indispensable pour son travail, avait besoin de réparations importantes. Chaque demande était précédée de plusieurs jours d'une intensité émotionnelle particulière. Il était plus présent, plus tendre, plus attentionné, il m'envoyait plus de messages, il m'appelait plus longtemps, il me parlait de notre avenir avec une conviction qui me remplissait. Et puis venait la difficulté, jamais formulée comme une demande, toujours partagée comme une confidence, et je saisissais l'occasion de donner avant qu'il ne me le demande, parce que refuser aurait été trahir la confiance qu'il me faisait en se confiant à moi. Je ne comptais pas, je ne notais pas. Chaque virement était un geste séparé, chaque geste était justifié par la situation qui le motivait, et l'ensemble ne formait pas encore, dans ma tête, une somme. J'avais toujours été rigoureuse avec mon argent, j'avais tenu une boutique pendant 20 ans, je savais lire un bilan, je savais gérer une trésorerie, mais avec Tarek, je ne comptais pas. Je crois que je ne comptais pas parce que compter aurait signifié transformer ces gestes d'amour en transactions, et je refusais que ce que je vivais devienne une transaction. Au 10e mois, il a évoqué pour la première fois l'idée qu'il vienne me voir en France. Nous en avions parlé abstraitement plusieurs fois. Là, il en parlait concrètement. Il voulait faire les démarches pour un visa de visiteur, il voulait passer un mois avec moi à Tours, rencontrer ma famille, voir la Loire dont je lui parlais tellement, marcher dans les rues que je décrivais. J'étais folle de joie. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé à Paris, dont on m'avait recommandé les services. La consultation initiale avait coûté 300 €. Il fallait ensuite constituer un dossier complet. Justificatif de revenus des deux côtés, attestation d'hébergement de ma part, réservation de vol, assurance santé, traduction officielle de tous les documents égyptiens en français, apostille, légalisation. L'avocat avait estimé le coût total à environ 2500 €, hors billet d'avion. J'avais accepté sans hésiter. Nous avons passé les mois suivants à monter le dossier. Tarek m'envoyait les documents originaux, je les faisais traduire par un traducteur assermenté à Tours, je transmettais à l'avocat, qui préparait le dépôt. Chaque étape prenait du temps. Chaque étape générait des frais supplémentaires que je n'avais pas anticipés. Une pièce était manquante, il fallait la faire venir en urgence. Une traduction devait être refaite parce qu'un tampon n'était pas conforme, un rendez-vous consulaire avait été fixé, puis annulé, puis refixé. Je payais à chaque fois sans discuter. C'était pour lui. C'était pour nous. C'était l'investissement dans un avenir que je construisais. Le visa a été déposé au 12e mois de notre relation. La réponse est arrivée 2 mois plus tard. Refus. Motif. Insuffisance des garanties de retour dans le pays d'origine. L'avocat m'avait dit que c'était fréquent pour un premier dépôt, qu'il fallait recommencer avec un dossier renforcé, ajouter des garanties supplémentaires, prouver que Tarek avait des attaches suffisantes en Égypte pour justifier son retour. J'avais pleuré au téléphone avec Tarek le soir du refus. Il avait pleuré aussi. Il avait dit je m'excuse, je te fais dépenser de l'argent et je ne peux même pas venir te voir. J'avais répondu c'est pas grave, on va recommencer, on va y arriver. Je lui avais envoyé, dans la semaine qui a suivi, encore 1000 € pour couvrir de nouvelles démarches. L'avocat avait pris un supplément d'honoraires. Nous avons redéposé. Entre le premier refus et le deuxième, quelque chose s'est déplacé dans notre relation, quelque chose que je n'ai identifié qu'après. Nous n'étions plus 2 personnes qui s'aimaient et qui construisaient un avenir. Nous étions devenus 2 personnes qui luttaient contre un système. La bureaucratie française était l'ennemi, le consulat était l'ennemi, les fonctionnaires étaient l'ennemi. Nous étions les victimes d'une injustice que personne ne comprenait à part nous. Ce nouveau récit soudait notre couple plus fortement qu'aucune déclaration d'amour. Chaque obstacle rencontré nous rapprochait. Chaque refus renforçait la conviction que ce que nous vivions valait la peine de se battre. Le deuxième visa a été refusé au 16e mois. Même motif, même déception, même flot de larmes, de messages, de promesses, de recommencer. Cette fois, l'avocat m'avait suggéré une pause avant un 3e dépôt pour éviter que le dossier ne soit considéré comme suspect. Il avait suggéré de laisser passer 6 mois pendant lesquels Tarek ne pouvait pas venir. 6 mois pendant lesquels je ne pouvais pas retourner en Égypte non plus parce que j'avais épuisé mes réserves de congés et que mes revenus sur cette période avaient chuté à cause du temps que je consacrais à cette relation plutôt qu'à mon travail. C'est pendant ces 6 mois d'attente forcée que la relation s'est intensifiée au lieu de s'essouffler comme on aurait pu s'y attendre. Tarek m'appelait plus souvent, plus longtemps.
Il me parlait de notre vie ensemble en France comme d'une chose qui allait forcément arriver, seule la date restait incertaine. Il commençait à me parler d'un appartement plus grand qu'il pourrait louer à Luxor. Un appartement où nous pourrions vivre ensemble quand je viendrais lui rendre visite. Un appartement digne, disait-il, pour la femme qu'il aimait. Il en avait vu un qui lui plaisait, dans un quartier calme, avec une vue sur le Nil, 2 chambres, une cuisine équipée. Le loyer était plus élevé, mais il valait la peine. Il fallait juste, disait-il, un dépôt de garantie initial, une somme importante pour ce genre de bien à Luxor. Cette conversation a eu lieu au 18e mois de notre relation. J'étais épuisé à cette période. Épuisé financièrement, épuisé émotionnellement, épuisé de ces attentes qui n'aboutissaient jamais. Ma trésorerie personnelle était au plus bas. Mes clients me demandaient si tout allait bien parce que je répondais avec du retard, parce que je manquais des rendez-vous. Ma mère avait commencé à me poser des questions sur ma fatigue lors de nos dimanches. Arthur m'avait rappelé une fois, avec un ton que je ne lui connaissais pas, pour me demander si je pouvais lui dire honnêtement combien j'avais envoyé à Tarek depuis le début. J'avais pas su répondre. J'avais dit je sais pas, c'est une somme, mais pas beaucoup. Il avait dit maman, t'es sûr que ça va? J'avais dit oui avec une voix qui ne le convainquait pas. Il n'avait pas insisté. Quand Tarek m'a parlé du dépôt de garantie de l'appartement, il n'a pas mentionné de somme précise tout de suite. Il avait pris l'habitude, à ce moment-là, de ne jamais donner de chiffres lui-même. Il décrivait la situation, il me laissait poser la question, et il attendait que je propose. C'était plus élégant, c'était moins tangible comme demande. Cette fois, quand j'ai demandé de combien il aurait besoin, il a hésité longtemps. Il a dit qu'il pouvait rassembler la moitié en empruntant à droite à gauche, mais qu'il lui manquerait environ 12 000 euros. 12 000 euros pour un dépôt de garantie sur un appartement de 2 chambres à Luxor. Je n'avais pas cette somme sur mon compte courant. Je n'avais pas non plus sur mon livret d'épargne, qui était descendu très bas depuis le début de la relation. J'avais une seule chose qui valait cette somme. Une chose que je gardais dans mon garage depuis la fermeture de la boutique, dans des cartons soigneusement rangés, à l'abri de la lumière. J'avais gardé, quand j'avais vendu le fonds de commerce, une partie de mon stock personnel de tissus d'exception, des soies naturelles achetées à des maisons lyonnaises historiques, des velours brodés qui venaient d'ateliers italiens que je fréquentais depuis des années, des cotons peints à la main par une artisane du Tarn qui avait fermé son activité. Ces tissus, je les avais accumulés sur 20 ans. Ils avaient une valeur sentimentale considérable et une valeur marchande si je les vendais à un professionnel d'environ 12 000 euros. J'avais toujours refusé de les vendre. C'était la preuve, dans mon garage, que ma boutique avait existé. C'était la matière de mon métier, la matière de 20 ans de ma vie. J'ai mis 3 semaines à me décider. 3 semaines pendant lesquelles je n'ai pas parlé de cette idée à Tarek. Il continuait à me raconter les visites de l'appartement, les négociations avec le propriétaire, la pression qui montait parce que d'autres candidats étaient intéressés. Il me relançait pas sur l'argent. Il me disait juste qu'il cherchait, qu'il verrait bien. Cette absence de pression était, je le comprends maintenant, la forme la plus efficace de pression. Elle me plaçait entièrement du côté de la décision. C'était moi qui devais choisir. Ce serait moi qui aurais choisi. J'ai fini par contacter un revendeur professionnel qui avait racheté une partie de mon stock au moment de la fermeture de la boutique. Il est venu chez moi un samedi matin. Il a examiné les tissus dans le garage pendant 2 heures. Il m'a fait une offre à 11 800 euros pour l'ensemble, en soulignant que c'était un prix correct, compte tenu de l'état exceptionnel de la conservation. J'ai accepté. Il est venu chercher les cartons le mardi suivant. Il m'a payé par virement le mercredi. J'ai envoyé les 12 000 euros à Tarek le vendredi, en complétant les 200 euros manquants avec ce qui me restait sur mon compte courant. Il m'a envoyé le lendemain une photo de lui devant la porte de l'appartement, tenant les clés. Il souriait, il avait l'air épuisé et heureux. Il m'a dit « C'est notre maison maintenant, viens vite ». J'ai regardé la photo pendant longtemps, j'ai essayé de sentir la joie que j'aurais dû sentir. Elle venait pas complètement, il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de sourd, comme un mal de tête qui n'a pas encore commencé mais qu'on sent arriver. J'ai attribué cette sensation à la fatigue, à la nostalgie du garage vidé, à la difficulté d'avoir enfin franchi ce cap. Je n'ai jamais mis les pieds dans cet appartement. 2 mois se sont écoulés entre l'envoi des 12 000 euros et le moment où Floriane m'a dit compte vraiment. 2 mois pendant lesquels Tarek continuait à m'envoyer des photos de l'appartement. Des photos où il avait installé un canapé, une table, des rideaux qu'il avait choisis en pensant à moi. 2 mois pendant lesquels il avait recommencé à évoquer, doucement, de petits frais liés à l'installation, l'électricité à raccorder, la peinture d'une pièce à refaire, un problème avec la plomberie. Rien de spectaculaire. 300 euros par-ci, 400 par-là. Je payais, je comptais toujours pas. Floriane et moi avions repris nos dîners du jeudi soir depuis quelques mois. C'était une habitude qui remontait à notre adolescence, interrompue par les années de mariage, reprise après le divorce. Elle venait chez moi ou j'allais chez elle, en alternance.
Nous cuisinions quelque chose de simple, nous buvions 1 ou 2 verres de vin, nous parlions de tout et de rien. Depuis le début de ma relation avec Tarek, je lui avais parlé de plus en plus. J'avais fini par tout lui raconter. Les virements, les montants, le visa refusé, le dépôt de garantie, l'appartement, elle m'écoutait sans juger. Elle posait parfois des questions qui me mettaient mal à l'aise, mais elle ne me faisait jamais la morale. Je crois qu'elle attendait que je voie moi-même ce qui se passait, parce qu'elle savait que si elle me le disait, je me fermerais. Ce jeudi-là, nous étions chez elle. Elle avait fait un poulet au citron avec du riz. Nous étions à la fin du repas. J'avais raconté un nouvel épisode de la semaine, une somme demandée pour une facture d'eau impayée dans l'appartement. Elle avait posé sa fourchette. Elle m'avait regardé d'une manière particulière. Elle avait dit « Véronique, ça fait combien de temps que tu m'as parlé de lui pour la première fois ?» J'avais répondu « Environ 2 ans. » Un peu moins. Elle avait dit compte ce que tu lui as envoyé depuis le début. J'avais dit, je sais à peu près, c'est pas la peine. Elle avait dit très calmement, en me regardant droit dans les yeux, compte vraiment 2 mots. Elle n'a rien ajouté. Elle l'a pas plaidé. Elle l'a pas menacé. Elle a simplement posé cette exigence avec une gravité qui rendait tout échappatoire impossible. Nous avons fini le dîner presque sans parler. Elle m'a raccompagné à la porte. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit à jeudi prochain. Elle savait ce qu'elle avait déclenché. Elle savait que je ne dormirais pas cette nuit-là. Je suis rentré chez moi vers 22h, j'ai enlevé mon manteau, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert l'application de ma banque, j'ai téléchargé les relevés de compte des 24 derniers mois, j'ai imprimé les pages, j'ai pris un carnet vierge et j'ai commencé à additionner. J'ai mis 2 heures. J'ai isolé chaque virement à destination du compte que Tarek m'avait donné, un compte intermédiaire domicilié à Beyrouth pour des raisons qu'il m'avait expliquées de manière technique et j'avais jamais vraiment comprises. J'ai noté la date, le montant, le motif quand je m'en souvenais. J'ai fait des sous-totaux par catégorie, loyer de secours, matériel professionnel, frais médicaux pour sa mère, frais de visa, frais annexes, dépôt de garantie, installation dans l'appartement, factures diverses. J'ai additionné les sous-totaux, j'ai vérifié une 2e fois, j'ai vérifié une 3e fois, 56 400 €, 43 virements en 22 mois. Je suis resté assise devant le chiffre pendant longtemps, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu de crise de nerfs, j'ai pas cassé quoi que ce soit. J'étais dans un état que je n'avais jamais connu. Un état que ma thérapeute allait plus tard nommer la clarté froide. Une forme de lucidité qui arrive quand on peut plus raconter une histoire différente de celle que les chiffres disent. Le chiffre était là. Il racontait rien de faux. Il racontait rien d'exagéré. Il disait exactement ce qui s'était passé. Je n'avais pas cette somme au départ. Je l'avais construite. J'avais puisé dans mes économies post-divorce, ce qui expliquait pourquoi il me restait presque rien sur mon livret. J'avais décalé le paiement de plusieurs charges au cours de la 2e année, ce qui expliquait les rappels que je recevais depuis plusieurs mois de mon fournisseur d'électricité et de ma mutuelle. J'avais vendu des affaires personnelles, dont les tissus de la boutique. J'avais réduit mes propres dépenses au strict minimum. J'avais mangé des pâtes et des œufs pendant des mois sans que personne ne le sache. Tout cet argent, c'était pas de l'argent que j'avais. C'était de l'argent que j'avais fait en me privant pour l'envoyer à un homme que je n'avais vu qu'une seule fois dans ma vie, pendant 10 jours, il y a presque 2 ans. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir, j'avais vieilli. Je n'avais pas remarqué que j'avais vieilli à ce point. J'avais des cernes que je ne connaissais pas. J'avais perdu du poids sans le décider. J'avais l'air d'une femme qui avait porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. J'ai fait un rêve dont je me souviens plus, mais dont je me suis réveillé en pleurant. Le matin, à 7 heures, j'ai appelé Arthur. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de son aide pour comprendre une situation. Il a compris immédiatement à ma voix. Il m'a dit « Je prends le train ce week-end ». J'ai dit « Non, c'est pas la peine, je viendrai à Bordeaux si nécessaire, mais avant je dois aller à la gendarmerie ». Il y a eu un silence au bout du fil. Il a dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « J'ai compté, Arthur. J'ai compté vraiment. » Il a mis 1 seconde à comprendre. Puis il a dit « Ok, on va s'en occuper, ne t'inquiète de rien. » L'après-midi même, je suis allé à la gendarmerie de Tours. J'avais préparé un dossier avec les relevés, les captures d'écran des messages les plus significatifs, les copies des documents liés au visa. J'étais reçu par un adjudant-chef qui s'appelait Sébastien Marchand-Deveau, un homme d'une 50aine d'années à la voix calme. Il m'a fait asseoir dans un bureau. Il m'a demandé de raconter depuis le début. J'ai raconté, il a pas pris de notes tout de suite, il a écouté. Quand je lui ai présenté les relevés, il les a regardés, il a vu le total, il a lu quelques lignes de messages, il n'a pas eu de réaction particulière.
Il a dit une seule chose avant de commencer à prendre les notes officielles. Vous avez bien fait de venir. Il a pris ma déposition pendant 2 heures. Il m'a expliqué que le dossier serait transmis à un service spécialisé dans les escroqueries à Paris, l'OCLTIC, qui pourrait éventuellement recouper avec d'autres signalements. Il m'a aussi expliqué avec une honnêteté qui m'a d'abord blessé, puis plus tard aidé, que les chances d'une poursuite pénale étaient faibles. Les virements avaient été volontaires. Il n'y avait pas de fausse identité. Il n'y avait pas de mensonge caractérisé sur la personne. La relation, du moins au départ, avait été réelle. Le droit français, m'a-t-il dit, protège contre la tromperie clairement établie. Il est beaucoup moins outillé face à ce qu'il a appelé, en cherchant ces mots, l'ambiguïté volontaire. Il m'a dit, nous allons faire notre travail, madame, mais je préfère être clair avec vous dès maintenant pour vous éviter des attentes qui pourraient vous faire souffrir davantage. Je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai fait ce que je m'étais pas encore autorisé à faire. J'ai envoyé un message à Tarek. Pas pour lui dire ce que je savais, pas pour l'accuser. Juste pour voir ce qu'il dirait. Je lui ai écrit un message neutre, presque tendre, en évoquant une fatigue de ma part et en lui demandant comment il allait. Il a répondu en 45 secondes, une déclaration d'amour longue, chaleureuse, avec une mention en fin de message d'une nouvelle démarche de visa qu'il voulait tenter et pour laquelle il fallait engager de nouveaux frais, un montant modeste cette fois. 600 €. Il me le demandait pas explicitement. Il évoquait la situation et attendait ma proposition, comme d'habitude. J'ai pas répondu à ce message. J'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué les autres numéros qu'il utilisait parfois quand le premier ne fonctionnait pas. J'ai bloqué son profil sur les 2 applications par lesquelles nous communiquions. J'ai bloqué son courrier électronique. Je n'ai jamais débloqué aucun de ces canaux, malgré des tentatives ultérieures de sa part depuis d'autres identités que je reconnaissais à la manière dont les messages étaient tournés. 3 semaines plus tard, j'ai été contacté par une officière de police de Paris, la commandante Aurélie Besson-Travaillot, qui travaillait à l'OCLTIC sur les dossiers similaires aux miens. Elle m'a demandé de venir passer une journée à Paris pour un entretien approfondi. J'y suis allé. Elle m'a reçu dans un bureau administratif, sans chaleur particulière, mais sans froideur non plus, avec cette efficacité neutre qu'ont les fonctionnaires qui traitent des dossiers sensibles. Elle m'a expliqué qu'elle avait recoupé mon dossier avec 5 autres signalements de voyageuses françaises et belges, tous concernant un guide francophone de Luxor sur les 10 à 8 derniers mois. Aucune de ces femmes ne se connaissait. Toutes racontaient un schéma proche du mien, avec des variantes de somme et de durée. Aucune n'avait jamais été poursuivie devant un tribunal. Aucune n'avait récupéré son argent. Elle m'a expliqué que le profil de Tarek, ce qu'elle a appelé son schéma opératoire, était très bien construit pour rester dans la zone grise. Il ne mentait pas sur son identité. Il se présentait pas comme quelqu'un qui n'était pas. Il ne demandait jamais directement d'argent, il se laissait donner. Il ne rompait jamais brutalement. Il laissait les relations s'éteindre quand la source d'argent tarissait. Ce schéma, m'a-t-elle dit, se rapprochait juridiquement plus d'un abus de faiblesse que d'une escroquerie caractérisée, et l'abus de faiblesse était particulièrement difficile à prouver quand la victime était une femme adulte, en pleine possession de ses moyens intellectuels, qui avait pris des décisions financières, documentées et volontaires. Elle m'a dit que le dossier serait transmis à la justice qui déciderait des suites. Elle m'a prévenu que les suites seraient probablement minces. Elle m'a dit, en me raccompagnant à la porte de son bureau, « Madame, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons votre témoignage et que si un jour cet homme est arrêté pour autre chose, votre dossier pourra peser. Mais en l'état, seul, je ne peux pas vous promettre de justice. Je peux juste vous promettre que ce que vous avez vécu ne sera pas perdu dans un tiroir. » C'est Floriane qui, quelques semaines plus tard, m'a orienté vers une chercheuse qui peut être m'aider à comprendre. Elle avait cherché sur des sites universitaires. Elle avait trouvé une sociologue franco-libanaise qui travaillait sur les dynamiques économiques dans le tourisme méditerranéen et africain. Une certaine Leila Khoury Abdallah, professeure à l'université Paris 8. Floriane l'avait contactée par courrier électronique. La chercheuse avait proposé un rendez-vous à titre gracieux. Dans le cadre de ses travaux en cours, nous nous étions retrouvés un jeudi après-midi dans un café près de la gare Saint-Lazare. Leila avait une écoute très différente de celle de la police. Elle ne cherchait pas à qualifier ce que j'avais vécu selon des catégories juridiques. Elle cherchait à le comprendre selon des catégories sociologiques. Elle m'a parlé pendant 2 heures, en s'appuyant sur des recherches menées dans plusieurs pays, du concept qu'elle a appelé, dans notre langue, l'économie de la romance. Elle m'a expliqué qu'il existe, dans plusieurs pays méditerranéens et africains, une économie relationnelle, informelle, documentée par les chercheurs depuis plus de 30 ans. Cette économie, m'a-t-elle dit, naît de la rencontre
entre deux structures. D'un côté, des sociétés locales où les jeunes hommes, particulièrement dans les zones touristiques, ont peu d'opportunités économiques. De l'autre, des voyageurs venus de pays plus riches, souvent en situation de fragilité affective, qui cherchent une expérience relationnelle authentique dans leur voyage. Cette économie, m'a-t-elle expliqué, se structure autour d'un flou constitutif. Ni les hommes ni les femmes qui s'y engagent ne nomment clairement ce qui se passe, parce que le nommer casserait le mécanisme. Les hommes ne se voient pas comme des escrocs, ils se voient comme des séducteurs qui reçoivent une aide financière justifiée par la différence de moyens. Les femmes ne se voient pas comme des dupes, elles se voient comme amoureuses. La zone grise entre ces deux visions permet à la relation de durer. Elle finit quand l'une des deux personnes cesse de pouvoir soutenir sa version. Leïla m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit vous n'avez pas été trompé sur la nature de Tarek. Vous avez été trompé sur la nature de la relation, mais cette tromperie était partagée. Vous avez toutes les deux collaboré à ne pas voir ce qui était là. La question n'est pas de savoir si Tarek est un homme mauvais. C'est de savoir pourquoi vous, à ce moment de votre vie, aviez besoin de croire à ce que vous croyez au point de mettre 56 400 € au service de cette croyance. Cette question m'a occupé pendant les mois suivants. Elle m'occupe encore. Arthur est venu passer un week-end à Tours 3 semaines après la révélation, comme il me l'avait proposé au téléphone. Il n'a pas dit « je t'avais dit ». Il n'a pas fait de leçon. Il a dit simplement, en posant sa valise dans mon entrée, « comment je peux t'aider maintenant ?» J'ai réfléchi. J'ai dit, en restant là pendant 2 heures sans qu'on parle de rien de difficile. Il a hoché la tête, il a enlevé son manteau, nous nous sommes installés dans le salon. Il a mis un vieux film que nous avions regardé ensemble quand il était enfant, une comédie française avec un acteur qu'il adorait et qui me faisait rire jaune parce que je trouvais qu'il avait mal vieilli. Nous avons regardé le film, je me suis endormi sur le canapé avant la fin. Il a posé une couverture sur moi et il est parti dans la chambre d'amis sans me réveiller. Le lendemain matin, il m'a préparé un petit déjeuner, il n'a posé aucune question sur Tarek pendant tout le week-end, il attendait que ce soit moi qui parle, j'ai presque pas parlé. J'ai juste dit, au moment de le raccompagner à la gare, quelque chose que je m'attendais pas à dire. Je lui ai dit, je suis désolé de t'avoir mal parlé quand t'as essayé de me prévenir. Il a répondu, maman, j'aurais pas dû me taire après. On a chacun notre part. Clara est rentrée un week-end à Tours peu de temps après. Je lui avais tout raconté par téléphone parce que elle m'avait rappelé après avoir parlé à Arthur et qu'elle voulait savoir. Quand elle est arrivée, elle a pleuré dès le seuil de la porte. Elle a pleuré longtemps, sans pouvoir s'arrêter. Elle ne pleurait pas pour l'argent. Elle pleurait pour le fait que j'avais porté ça seule pendant 2 ans. Elle me disait entre deux sanglots, « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu nous as rien dit ?» Je lui ai répondu ce qui me semblait le plus vrai. Parce que si je vous avais parlé, j'aurais dû regarder ce qui se passait, je n'étais pas prête à regarder. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, « Tu as le droit de ne pas être en colère tout de suite. » J'ai répondu, « Je ne suis pas sûre d'être en colère, Clara. Je suis surtout fatiguée. » Elle a hoché la tête. Elle a dit, la colère viendra peu, être, ou pas. C'est pas obligatoire. Ma mère, Janine, n'a jamais demandé le montant exact. Je crois qu'elle le savait par Arthur, qui devait avoir eu besoin d'en parler avec quelqu'un, et je lui en ai pas voulu de ce partage. Un dimanche ordinaire, quelques mois après les faits, nous étions dans sa cuisine, elle épluchait des légumes pour un pot-au-feu, je mettais la table. Elle m'a dit, sans lever les yeux de ses navets, « Tu sais, ma chérie, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher aussi, des erreurs différentes. Mais coûter cher, ça, je sais ce que c'est. » Elle n'a rien ajouté. Elle a continué à éplucher. J'ai posé les couverts en silence. C'est la seule conversation que nous avons eue sur le sujet. C'était suffisant. C'était même beaucoup. Floriane et moi avons repris nos dîners du jeudi, sans jamais interrompre l'habitude. Un soir, environ 5 mois après les faits, elle m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle a dit « Je regrette de t'avoir dit de compter ». Elle avait l'air épuisée en le disant. Elle avait eu ces mots sur la conscience pendant tous ces mois. J'ai posé mon verre. Je lui ai répondu « Ne regrette rien. Je ne regrette pas que tu l'aies dit. Je regrette d'avoir mis si longtemps à le faire moi-même. Sans toi, j'y serais peu. Être encore. » Elle a rempli nos verres. Nous n'avons plus jamais parlé de Tarek ce soir-là. Nous avons parlé d'un voyage que nous voulions faire ensemble en Bretagne l'été suivant. Un voyage sans exotisme, un voyage sans homme mystérieux. Un voyage entre amis de longue date qui n'avaient plus rien à se prouver. J'ai commencé une thérapie 2 mois après la révélation avec une psychologue à Tours qui s'appelait Anne-Charlotte et qui avait été recommandée par mon médecin. Les premières séances ont été difficiles. J'arrivais pas à parler de ma honte, j'arrivais pas à parler de l'argent. Je parlais beaucoup de la boutique, du divorce, de Bertrand. Anne-Charlotte m'écoutait. Elle ne forçait pas à aller là où je n'étais pas prête à aller. C'est qu'à la 6e séance que j'ai commencé à parler vraiment de Tarek. Ce n'est qu'à la 9e que j'ai commencé à parler des tissus vendus. Ce n'est qu'à la 14e séance, alors que nous parlions de toute autre chose, d'un rêve que j'avais fait sur la boutique, que j'ai dit la phrase qui, quand je l'ai entendue sortir de ma bouche,
m'a fait comprendre où j'en étais vraiment. Je lui ai dit ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait un moment où c'était clairement une arnaque. Parce qu'une arnaque, on s'en remet en sachant qu'on a été trompé. Là, je sais pas encore très bien ce que j'ai été. Anne-Charlotte n'a pas répondu tout de suite, elle a laissé la phrase exister dans le silence. Puis elle m'a dit, cette question Véronique, elle est très juste. Vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Il y a des situations que le droit ne peut pas qualifier parce qu'elles se tiennent dans un espace où plusieurs vérités coexistent. Vous avez été aimé un peu. Vous avez été utilisé aussi. Vous avez donné librement. Vous avez donné sous influence. Ces choses ne s'excluent pas les unes les autres. Elles se sont produites en même temps. La difficulté pour vous, c'est de faire de la place à toutes ces vérités sans en effacer une pour vous protéger. J'ai reçu, 1 an et demi après les faits, un exemplaire de l'article académique que Leila avait publié. Elle me l'avait envoyé avec un mot manuscrit sur la page de garde, me remerciant de la contribution que ma consultation avait apportée à sa réflexion. L'article ne me nommait pas. Il évoquait, dans un paragraphe, le profil d'une femme française cinquantenaire, ancienne commerçante, sortie récemment d'un divorce, qui avait rencontré au cours d'un voyage un guide local dans un pays d'Afrique du Nord. La phrase qui décrivait ce profil était la plus précise de tout l'article. Elle disait, en substance, que ce type de situation ne relevait pas de la naïveté ni de la faiblesse, mais d'une rencontre entre deux besoins qui, sans jamais se dire, s'étaient reconnus et étaient entrés dans un pacte silencieux dont chacun avait tiré ce qu'il pouvait jusqu'à l'épuisement de la ressource principale. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. J'ai décidé, après réflexion, qu'elle me convenait. Elle ne me faisait pas une victime pure. Elle ne me faisait pas une coupable. Elle me faisait une adulte qui avait participé à quelque chose qu'elle n'avait pas complètement voulu et qu'elle n'avait pas complètement subi non plus. C'était supportable, comme description. C'était même, à sa manière, réparateur. Ma vie a repris son cours, différemment. J'ai réduit mes dépenses. J'ai renégocié certaines charges. J'ai retrouvé des clients pour mon activité de conseil. J'ai commencé une collaboration régulière avec un architecte d'intérieur de Tours, un homme calme et rigoureux avec qui je travaille sur des projets de rénovation dans le Val-de-Loire. Cette collaboration me rapporte un revenu stable, plus modeste que ce que j'avais du temps de la boutique, mais suffisant. Je rachète pas de stock de tissus. Un jour, en conversation avec Arthur, je lui ai dit une chose que je n'avais pas anticipée. Je n'avais pas réalisé à quel point ce stock, c'était ma boutique que je traînais encore avec moi. Peut être qu'il fallait qu'il s'en aille d'une manière ou d'une autre pour que je puisse vraiment fermer ce chapitre. Ça n'excuse pas la manière dont il est parti. Mais ça éclaire un peu pourquoi j'ai pas résisté davantage. Je n'ai jamais reçu de nouvelles de Tarek après avoir bloqué ces différents canaux. Je suppose qu'il est passé à autre chose. Je suppose qu'il continue son activité de guide à Luxor. Je suppose qu'il y a, en ce moment même, une autre femme, quelque part en Europe, qui reçoit ses messages du soir et qui n'a pas encore commencé à compter. J'ai longtemps voulu la prévenir, cette femme dont je ne connais pas le visage. J'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas, elle ne m'écouterait pas, j'ai été à sa place. Personne ne pouvait m'atteindre à ce moment-là. Ce qui l'atteindra, ce sera peut-être une amie qui, un soir, à la fin d'un dîner, lui dira 2 mots. Compte vraiment. Et elle comptera, ou elle ne comptera pas, et sa vie prendra le tour qu'elle doit prendre. Ce que je peux faire, moi, c'est raconter. Pas pour me venger, pas pour montrer du doigt, pas pour crier. Juste pour poser cette histoire dans un espace où elle sera être entendue par quelqu'un qui, plus tard, la reconnaîtra dans sa propre vie. Si ce quelqu'un est vous, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire que si vous vous trouvez à un moment de votre vie dans une relation où vous envoyez régulièrement de l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, prenez une soirée, ouvrez vos relevés bancaires, additionnez. Ne le faites pas contre lui ou contre elle, faites-le pour vous, faites-le pour savoir. Le chiffre ne vous fera pas nécessairement partir, mais il vous fera au moins voir. Et voir, c'est déjà être un peu plus libre que ne pas voir. Je voudrais vous dire que si vous vous trouvez dans une relation où chaque difficulté financière de l'autre est présentée comme une confidence et non comme une demande, méfiez-vous du soulagement que vous ressentez à donner. Ce soulagement n'est pas la preuve que vous êtes une bonne personne. Ce soulagement est parfois la preuve qu'un mécanisme s'est installé où l'autre a appris à activer votre générosité sans avoir à la solliciter. Je voudrais vous dire que si vous vous trouvez dans une relation à distance qui dure depuis longtemps sans jamais aboutir à une rencontre physique, malgré les tentatives, malgré les projets, malgré les investissements, cette impossibilité ne peut être pas un obstacle extérieur. Elle peut être la structure même de la relation. Certaines relations
sont conçus pour ne jamais franchir la distance, parce que la distance est ce qui les fait tenir. Je voudrais vous dire que si vous avez un fils ou une fille qui vous pose des questions sur votre nouvelle relation et que vous ressentez une irritation disproportionnée à ces questions, écoutez cette irritation. Elle ne dit pas que vos enfants sont intrusifs. Elle dit peut-être que vous savez déjà quelque part quelque chose que vous refusez de savoir consciemment. Je voudrais vous dire enfin, à vous qui êtes être une amie ou un ami de quelqu'un qui vit une situation semblable, que les deux mots les plus utiles ne sont ni un jugement, ni une leçon, ni un ultimatum. Les deux mots les plus utiles sont être, compte vraiment. Prononcés au bon moment par la bonne personne, sur le bon ton, ils peuvent faire ce qu'aucun discours ne fait. Ils obligent l'autre à devenir le témoin de sa propre vie. Et devenir le témoin de sa propre vie, c'est le début de tous les changements. Je ne récupérerai pas les 56 400 €, je le savais avant même d'aller à la gendarmerie. Je ne veux plus penser à cette somme d'ailleurs. Je pense à autre chose, quand je peux. Je pense au dîner du jeudi avec Floriane. Je pense au dimanche chez ma mère. Je pense à Arthur qui vient de temps en temps le week-end et qui ne pose aucune question. Je pense à Clara qui m'appelle plus souvent qu'avant. Je pense à cet architecte de Tours qui m'a proposé, il y a quelques semaines, de collaborer sur un projet plus important dans une propriété au bord de la Vienne. Je pense au tissu que je toucherai peu, être à nouveau, un jour, dans un contexte différent, sans avoir besoin d'en posséder. Je pense aussi, parfois, à Luxor, à la ruelle qui sentait la cardamome, à la felouque sur le Nil au coucher du soleil, à la première pierre gravée que je regardais devant Karnak, taillée 3 fois par 3 pharaons différents, qui s'étaient approprié le travail les uns des autres. J'ai compris, longtemps après, que cette pierre était être la métaphore la plus juste de ce que j'avais vécu. Une histoire réécrite par plusieurs couches successives, où chacun avait effacé la version précédente pour y inscrire la sienne, et où la version finale ne racontait plus vraiment ce qui s'était passé à l'origine. Sauf que, contrairement à la pierre, mon histoire, je peux la relire. Je peux essayer de retrouver ce qui était vraiment là au départ, ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas, ce qui appartenait à Tarek, ce qui m'appartenait à moi. C'est un travail long, il n'est pas fini. Il finira être jamais complètement. Mais j'y avance. Un dimanche à la fois, un jeudi soir à la fois, une séance de thérapie à la fois, un client de conseil déco à la fois, une conversation avec ma mère sans mots inutiles à la fois. Et la question que j'ai posée à Anne-Charlotte lors de la 14e séance, cette question de savoir ce que j'ai été dans cette histoire, je ne cherche plus vraiment à y répondre. J'ai compris qu'elle n'appelait être pas de réponse. Elle appelait juste à être posée. Et être posée pour certaines questions, c'est déjà tout ce qu'elle demande. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accompagné dans ce récit qui n'a pas été facile à faire. Et si vous connaissez autour de vous quelqu'un dont la vie ressemble un peu trop à celle que je viens de raconter, ne lui faites pas la morale, ne l'accusez pas, ne lui dites pas ce qu'elle aurait dû voir. Prenez un dîner avec elle, un soir, sans témoin, attendez la fin du repas, regardez-la dans les yeux et dites-lui, avec toute la tendresse dont vous êtes capable, ces deux mots qui peuvent tout changer. Compte, vraiment, c'est être le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un que vous aimez.